S'il y a un film d'horreur qui a révolutionné le genre du slasher au cinéma, c'est bien Scream. Freddy Krueger est mort et enterré dans un énième opus aussi abrutissant que mauvais. Non mais regardez ça. Jason Voorhees va en enfer, et Michael Myers est tourné au ridicule dans un sixième volet où il est en proie à une secte chelou. En bref, le genre du slasher est en train de mourir, mais c'est sans compter sur le talent de Wes Craven qui, après avoir enchaîné quelques bides, revient au devant de la scène avec un tout nouveau genre, le néo-slasher. Un film plus terre-à-terre comparé à ce qui se faisait 10 ans plus tôt, avec des personnages plus travaillés, mais qui propose surtout une revisite des codes du genre. En plus de faire une critique du cinéma, Scream a le mérite de s'autocritiquer et de faire avancer son intrigue dans la lignée des plus gros whodunit, où tout le monde est suspect, se basant sur l'éventreur de Gainesville. Je vous présente la véritable histoire derrière Scream. Danny Rowling, l'éventreur de Gainesville, est né le 26 mai 1954 en Louisiane. Je vais vous passer l'enfance désastreuse. Mon but là, c'est juste de vous survoler l'histoire qui a inspiré le film, mais je dois quand même revenir sur quelques points pour donner un contexte sur le mental du bonhomme. Son père, policier, le bat sévèrement et régulièrement depuis l'âge d'1 an. Ouais, son daron le tabassait alors qu'il était bébé car sa façon de ramper ne lui plaisait pas. À 11 ans, il surprend ses parents en pleine dispute et sa mère s'ouvre les veines. Il essaie de s'interposer car son père était très violent avec elle et Danny se prend la raclée de sa vie pour s'être mêlé à des affaires d'adultes. Et c'est là que Danny pète un câble et commence à avoir un penchant pour la violence sadique. Âgé de 17 ans, Danny lâche le lycée pour se rendre à l'armée, mais il sera rapidement mis à la porte car il n'a pas la maturité nécessaire pour la vie de militaire et aurait été retrouvé en possession de drogue. Coup dur, mais il s'en remet assez facilement grâce à la religion. Danny se rend souvent à l'église, se marie et fonde une famille. Mais son passé le rattrape et il se met à devenir violent envers sa femme, ce qui le pousse à demander le divorce. À partir de là, c'est la descente aux enfers. Abus, vol à main armée, il fait de nombreux allers-retours à la prison jusque dans les années 90. Le 24 août 1990, Danny se rend à Gainesville, en Floride, et se lance dans un trip morbide. Il se glisse dans une maison d'étudiants et laisse ses pulsions prendre le dessus. Christina Powell et Sonia Larson sont brutalement tuées et leurs corps sont abusés par Danny qui les mutile sauvagement. Le lendemain, c'est une autre étudiante nommée Christina Hoyt qui subira les mêmes abus et qui finira décapitée. À leur arrivée, les policiers découvrent la tête posée sur une étagère pour faire face à son corps appuyé sur le lit dans une position qui en dit long sur ce qui s'est passé. Le 27 août, il se rend chez d'autres étudiants, Manuel Toboada et Tracy Pauls. Manuel et Danny se battent violemment, mais Danny parvient à prendre le dessus et tue deux étudiants qui, cette fois, ne seront pas mutilés. Un lycéen est arrêté pour les meurtres, puis relâché par manque de preuves. Ce n'est que 2 ans plus tard que des tests ADN désignent Danny comme coupable. Mais celui-ci était déjà en prison pour vol à main armée. En février 1994, Danny se retrouve à la barre dans un procès qui durera en tout 12 ans. Il se désigne comme non coupable de ses actes et accuse une voix dans sa tête nommée Gemini de l'avoir poussé à l'acte. Sa mère et plusieurs psychiatres témoignent des séquelles laissées par son père, mais pour le juge, aucune excuse n'est valable pour les crimes commis et Danny est condamné à mort, exécution qui a eu lieu le 25 octobre 2006. Ah, et un conseil, vérifie que la porte est fermée à clé, au cas où.